Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aborde le chapitre 4 qui porte sur un concept qui est super important en électricité, non seulement en électricité théorique, mais même pour la pratique. On va parler du potentiel électrique. L'image qui est là, c'est juste pour faire une petite analogie que j'ai déjà utilisée dans le chapitre 2 avec la gravité, parce que c'est plus facile à visualiser avec la gravité. On a déjà parlé pour la gravité d'énergie potentielle. Vous avez des montagnes russes ici. Vous comprenez que l'énergie potentielle est plus élevée lorsqu'on est au sommet, va descendre, remonter, etc. Donc l'énergie potentielle d'un objet varie en fonction de la hauteur. Ben, ça va être seulement ça, dans le fond, le potentiel. Ce ne sera pas tout à fait l'énergie potentielle. Il faudra faire une différence entre les deux. Mais grosso modo, pour faire quelque chose de rapide, on pourrait dire que, par exemple, le potentiel gravitationnel, ça serait l'énergie potentielle par une unité de masse. Donc, si je divise par la masse ici, ça enlève la masse, il me reste juste G fois Y, ça serait ça le potentiel gravitationnel. Donc, ça devient quelque chose qui est indépendant de la masse, qui dépend seulement de la hauteur, dans le fond. Donc, ici, j'ai un potentiel gravitationnel, ici, il est beaucoup plus bas, ici est intermédiaire et ça ne dépend pas de la masse. Donc, le chapitre 4 va porter sur ce concept-là, le concept de potentiel. Un petit rappel d'abord de quelques notions de mécanique. Euh, on appelle une force conservative si elle ne dépend que de la position. Donc, si la force dépend seulement de la position, on dit qu'elle est conservative. Et à ce moment-là, on peut lui associer une énergie potentielle. Dans le cours de mécanique, vous avez vu plusieurs exemples de ça. Vous avez vu la force d'un ressort, par exemple, qui dépend seulement de la position, donc seulement l'étirement du ressort. C'est une force conservative. On lui a attribué une énergie potentielle, puis on a pu en tenir compte dans des problèmes de conservation d'énergie. La force gravitationnelle, c'est un autre exemple. C'est une force qui dépend que de la position. En fait, à la surface de la Terre, elle est constante. Donc, on lui a associé un potentiel ou une énergie potentielle plutôt. Et donc, on dit que c'est une force conservative. Un contre-exemple, c'est le frottement. Donc, le frottement, c'est pas une force conservative parce que le frottement dépend non pas de la position, mais plutôt du sens du mouvement. Donc, si on se déplace dans un sens, le frottement est en sens opposé. Si on se déplace dans l'autre sens, ça change de sens. Donc, c'est pas une force conservative. On peut donc pas lui attribuer d'énergie potentielle. Un autre petit rappel, je continue quelques petits rappels de mécanique. Le travail, donc qu'est-ce que c'est que le travail? Vous vous rappelez du symbole W. Alors, on peut dire que c'est le produit scalaire de la force fois le déplacement. On a un exemple ici d'une force qui ne serait pas dans le sens du déplacement. Et donc, le travail, ça serait la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux. Vous voyez, c'est le produit scalaire. Autrement dit, seulement la composante efficace de la force qui sert pour le travail. Les unités du travail, vous vous rappelez, en fait, c'est une force fois un déplacement, donc des newtons fois des mètres, et on a appelé ça des joules. C'est ça qui définit en fait l'énergie du travail. Donc une force fois un déplacement. Euh, Quand on a une force variable, donc vous voyez l'image qu'on a ici, ou la définition qu'on a là, ça serait pour une force constante. Donc on fait simplement multiplier la force par le déplacement. Mais qu'est-ce qui arrive si jamais la force varie? À ce moment-là, on fait la même chose. On fait la force fois le déplacement, donc F fois ds, sauf qu'à ce moment-là, on est obligé de considérer des petits déplacements, puis de faire la somme de tous les petits déplacements. En d'autres termes, on fait l'intégrale de la force fois le déplacement, toujours en produit scalaire, puisque c'est seulement la composante de la force qui est dans le sens du déplacement qui va compter. Un bon exemple que vous avez vu en mécanique, c'est un ressort, qui est une force variable. Donc la force d'un ressort, c'est K fois X. Et si on étire le ressort, on se déplace. Donc on va avoir K fois X fois delta X. Et on va intégrer ça pour avoir le travail total. C'est ce qui donnait kx carré sur 2. Vous vous rappelez une demi kx carré, la formule du travail pour un ressort. Maintenant, on continue nos rappels de mécanique. Si on veut associer une énergie potentielle à une force conservative, alors qu'est-ce qu'on fait? On va calculer quel est le travail qu'il faudrait faire pour s'opposer à cette force-là. Donc, je vous donne un exemple avec la force gravitationnelle. Je prends une masse, je la monte à une certaine hauteur. Pour faire ça, je dois exercer une force qui est égale au poids de l'objet, mg. Et donc, le travail que je vais faire, ça va être mg fois le déplacement, donc mg fois h. Donc, ça, c'est le travail extérieur qu'on doit faire pour s'opposer à la force de gravité.
Et c'est comme ça qu'on définit l'énergie potentielle. On dit la variation d'énergie potentielle, donc finale moins initiale, ça va être égal au travail que l'on doit faire pour s'opposer à la force gravitationnelle, ou en d'autres termes, on peut aussi écrire moins le travail fait par la force gravitationnelle. Parce que la force gravitationnelle, vous comprenez, quand on monte l'objet, la force gravitationnelle va être vers le bas, donc elle va s'opposer au mouvement, et donc elle va être négative. Alors on peut aussi définir l'énergie potentielle de cette manière-là. En fait, on définit plutôt la variation d'énergie potentielle plutôt que l'énergie potentielle de cette manière-là. Alors maintenant, on arrive à l'électricité. Alors, ça va être le même principe. Ici, on prend un exemple. On a un champ électrique qui serait vers la droite, par exemple. Et on a une charge, la petite boule rouge qui est ici, qu'on veut déplacer. Donc, on part d'ici, on finit là. Donc, ça, c'est notre vecteur delta S. L'angle qui est ici, θ, c'est l'angle entre le déplacement et l'horizon, ben, pas l'horizontale, mais en fait la direction du champ électrique. On l'a mis ici horizontalement, donc en fait, c'est l'angle entre l'horizontale et le delta S. À ce moment-là, on peut dire que la variation d'énergie potentielle, même chose que tout à l'heure, ça va être moins le travail qui est fait par la force électrique. Donc vous voyez F fois delta S, si on fait l'intégrale, ça nous donne le travail qui est fait par la force électrique. Donc on définit comme ça notre variation d'énergie potentielle, moins ce travail-là. Et on peut également remplacer la force électrique par la charge fois le champ électrique. Et comme la charge c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Et donc on peut dire que la variation d'énergie potentielle dans un champ électrique, ça va être égal à moins Q intégrale de E fois delta S. Alors ça vient simplement de la définition du travail. Alors supposons que j'ai une charge dans un champ électrique, puis je veux calculer quelle est sa variation d'énergie potentielle dans un déplacement. Bien, ce que j'ai besoin de savoir, c'est sa charge, première chose. Le champ électrique, bien sûr, il faut que je le connaisse. Il peut être constant ou pas. Il pourrait même changer de direction. Ici, j'ai supposé un champ électrique qui était vers la droite. Il faut penser que le champ électrique, il pourrait être différent, par exemple, tout le long du déplacement de la charge qui est ici. Je pourrais avoir un champ électrique qui serait vers la droite au début, puis ensuite qui est vers le haut, qui change. C'est pas important parce qu'en fait, je fais une intégrale, donc je considère un petit déplacement à chaque fois. Par contre, évidemment, pour faire l'intégrale, il va falloir savoir comment varie le champ électrique en fonction de la position. Donc, il va falloir avoir l'équation, dans le fond, qui nous donne E en fonction de la position. Ensuite, fois le déplacement, et il va falloir ensuite faire une intégrale avec ça. Avant de faire des exemples ou de voir quelques cas, on peut se poser les questions sur quel est le signe de la variation d'énergie potentielle. Imaginons encore une fois qu'on a un champ vers la droite. Ce ne sera pas toujours le cas, mais supposons qu'on a un champ vers la droite. On suppose deux charges différentes, une positive ou une négative, et dans les deux cas, on les déplace vers la droite. Donc, j'ai ma charge positive, je la prends ici, je la déplace jusque là. Donc, est-ce que la variation d'énergie potentielle sera positive ou négative? Alors, pour répondre à cette question-là, revenons à la formule qui nous donne la variation d'énergie potentielle. Alors, voyons, on fait un produit vectoriel de E fois ds. Alors, si on revient au schéma, le champ est par là-bas, le delta S aussi, les deux sont vers la droite. Donc, le produit vectoriel va être positif. Donc, le signe de delta U, ça sera négatif pour une charge positive. Vous voyez, si Q est positif, on va avoir un signe moins. Donc, ça veut dire que ici, on va avoir un signe moins pour la variation d'énergie potentielle. Pour faire une analogie avec la gravité, on sait qu'on a une variation d'énergie potentielle négative si on descend dans un champ gravitationnel. Donc, si je pars d'une certaine hauteur puis je descends, je vais perdre de l'énergie potentielle. Alors, c'est la même chose pour la charge positive. Parce que imaginez, la charge positive, elle est attirée vers la même direction que le champ électrique. Donc, c'est un peu comme si elle tombait, si vous voulez, dans le champ électrique. Alors, une charge positive qui se déplace dans le sens du champ électrique va perdre d'énergie potentielle. Évidemment, la charge négative, ça va être l'inverse, parce que le signe moins va annuler le signe moins qu'on avait devant la formule tout à l'heure. Donc, la charge négative va plutôt gagner de l'énergie potentielle. Encore une fois, on peut dire qu'une charge négative, la force a tendance à la pousser vers l'inverse du champ électrique. Donc, si elle s'en va dans le sens du champ électrique, c'est comme si elle remontait, donc c'est comme si elle montait à une certaine hauteur. Donc, vous voyez, on peut avoir des signes différents pour la variation d'énergie
potentielle et ça dépend à la fois de la direction du mouvement, mais aussi de la charge en question. On a parlé maintenant de la variation d'énergie potentielle. Si on veut définir l'énergie potentielle, il va falloir choisir un niveau de référence. Alors je reviens à l'analogie sur la gravité. On choisit le sol comme étant le y égale 0 et donc on peut définir l'énergie potentielle comme étant mgy et donc on aura 0 si on est au sol et au fur et à mesure qu'on va monter, l'énergie potentielle va augmenter. On pourrait même avoir une énergie potentielle négative si on était en dessous du sol, dans le sous-sol par exemple ou quelque chose comme ça. Y serait négatif et l'énergie potentielle serait négative. Donc, le choix du niveau de référence influence la grandeur de l'énergie potentielle. Mais en fait, tout ce qui a une vraie signification physique, c'est seulement la variation d'énergie potentielle. L'énergie potentielle elle-même, elle dépend d'un choix arbitraire qui est le point de référence. Alors, ça va être la même chose en électricité. On va devoir choisir un point de référence où l'énergie potentielle va être égale à 0. Ça va être un choix arbitraire, mais encore une fois, ça n'a pas de signification physique. Ce qui va avoir de l'importance, ça va être seulement la variation d'énergie potentielle. Alors, on a parlé d'énergie potentielle. On va donner des exemples un petit peu plus tard, mais je veux définir une autre variable importante. Ça va être le potentiel cette fois-ci. Donc, pas l'énergie potentielle, mais plutôt le potentiel électrique. Donc, la définition du potentiel électrique, ça va être, on va définir d'abord la variation de potentiel. Donc, delta V. Donc, ça va être la variation d'énergie potentielle sur la charge. Donc, ça va être l'énergie potentielle par unité de charge. Les unités, alors la variation d'énergie potentielle, ça va être des joules, la charge est en coulomb, donc ça va être des joules par coulomb. Et on va appeler cette unité-là, donc des joules par coulomb, on va l'appeler le volt, et c'est ce qui va définir le potentiel électrique. Donc les volts, un joule par coulomb. Alors si on revient avec les formules de tout à l'heure, je remplace delta U par moins Q intégrale de E fois ds. Et si on divise par la charge, vous voyez que ça annule la charge. Donc, il nous reste moins intégrale de E fois ds. Cette formule-là, delta V égale moins intégrale de E fois ds, vous l'avez dans la feuille de formule. L'avantage de faire ça, vous comprenez que ça annule l'effet de la charge. Donc, comme le champ ne dépend pas de la charge qui se déplace, ici on a seulement le déplacement, mais ça fait que la variation de potentiel, elle ne dépend pas de la charge qui est en déplacement, mais seulement du champ électrique extérieur. Donc, c'est un peu comme la différence entre la force et le champ électrique. On peut définir quelque chose qui est indépendant de la charge qui se déplace. Dans un circuit électrique, par exemple, c'est là que ça va être important, le potentiel. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai un fil électrique, j'ai une différence de potentiel entre une extrémité du fil et l'autre. Supposons que j'ai 12 volts de différence de potentiel. Peu importe la charge qui va parcourir ce fil-là, que ce soit un électron ou d'autres choses, il va toujours y avoir 12 volts de différence de potentiel entre ces deux endroits-là. Bon, encore une fois, je vais donner des exemples numériques un petit peu plus tard, mais pour mieux voir qu'est-ce que ça représente, le potentiel, je continue encore avec mon analogie gravitationnelle parce que c'est plus facile de s'imaginer avec la gravité. On a un exemple ici où on a dessiné les niveaux qu'on pourrait appeler de potentiel gravitationnel. Ici, on est à 1 mètre. Vous voyez la grandeur de la personne, là, donc on est à 1 mètre de hauteur. Donc si je fais 1 mètre fois 9,8, ça fait 9,8 joules par kilogramme. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est G fois H. Autrement dit, dans MGH, j'enlève le M, l'effet de la masse, et il me reste juste G fois H. Alors, 9,8, à 2 mètres de hauteur, je me retrouve à 19,6, à 3 mètres, je suis à 29,4, etc. Donc, à chaque hauteur correspond un potentiel gravitationnel qui va se mesurer en joules par kilogramme. Et ce potentiel-là est indépendant de l'objet qu'on va placer à cet endroit-là. Peu importe ce que je mets à cet endroit-là, ou même si je mets rien, j'ai un potentiel de défini. Les lignes qui sont ici, on va appeler ça des lignes équipotentielles. Pour la gravité, à la surface de la Terre, les lignes équipotentielles, c'est des lignes horizontales.
Évidemment, pour l'électricité, ben, ça va dépendre de ce qu'on va avoir comme système, dans le fond. Donc, des lignes équipotentielles. Et on peut dessiner, ici, la flèche qui est là représente le champ gravitationnel, qui est vertical, puisque, bon, la gravité, elle est verticale à la surface de la Terre. Vous remarquez que le champ gravitationnel, G, est perpendiculaire aux lignes équipotentielles. Ce n'est pas un addon, on va voir que ça va être le cas tout le temps, ça va être le cas aussi dans le cas de l'électricité. Donc ici, pour revenir à l'électricité, supposons que j'ai un potentiel ici de 18 volts. Ici en bas, j'ai un potentiel de 0 volts. Ben, entre les deux, je vais avoir des équipotentiels, 2 volts, 4 volts, 6 volts, etc. Vous voyez, c'est identique au potentiel gravitationnel. Des volts, vous vous rappelez, c'est des joules par coulomb, donc j'aurai 2 joules par coulomb, 4 joules par coulomb, etc. Alors ça veut dire que plus je monte dans le fond vers 18, plus mon potentiel est élevé. Ici, ça serait encore deux plaques chargées. Alors vous voyez, chargées positivement, négativement, de 0 volts à 100 volts, avec quelques autres équipotentiels, 25 volts, 50 volts et 75 volts. Puis, vous voyez, les lignes équipotentielles sont pas mal droites entre les deux plaques. Ils vont courber légèrement aux extrémités. Puis, on a dessiné en bleu foncé les lignes de champ électrique. Donc, les lignes de champ électrique vont être perpendiculaires, comme le champ gravitationnel l'était aux lignes équipotentielles. Donc, perpendiculaires aux lignes équipotentielles. Ça va nous donner le champ électrique. Ici, on aurait la même situation vue pour des charges ponctuelles. À gauche, on a une charge positive. Vous vous rappelez que le champ électrique, les lignes ou les flèches rouges qui sont ici, ils sont radiales, donc ils s'en vont vers l'extérieur. Et encore une fois, si on dessinait les lignes équipotentielles, ben, ils seraient perpendiculaires aux lignes de champ. Donc, en fait, ça serait des sphères, parce qu'il faut se rappeler que c'est en 3 dimensions. Donc, on aurait des sphères pour les lignes équipotentielles. Donc, vous voyez 30 volts, 50 volts, 70 volts, etc. Ici, on aurait, sans rentrer dans le détail, là, les lignes équipotentielles pour deux charges ponctuelles, une négative et une positive. On a dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait des sphères. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à des sphères, mais ils sont quand même décentrés un peu à cause de la présence de l'autre charge. Alors, juste un petit exercice ici pour pratiquer un petit peu les notions qu'on vient de voir. La question ici, ça serait, on a une pile qui a une différence de potentiel de 1 volt. On branche cette pile-là à deux plaques ou deux grilles métalliques, si vous voulez. Puis ensuite, ici, on a un électron, donc chargé négativement. Et on met l'électron à cet endroit-là au repos, puis ensuite, on le laisse aller. On suppose que c'est le vide ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre électron, il va être repoussé par la plaque négative, attiré par la plaque positive, donc il va accélérer. La question, ça serait, quelle serait l'énergie cinétique de l'électron, en supposant qu'il part du repos, lorsqu'il va arriver à la plaque positive? Alors, on peut résoudre ce problème-là avec le théorème de conservation d'énergie. Alors, on va dire si l'énergie est conservée, donc la variation totale d'énergie va être nulle. Il n'y aura pas de perte d'énergie. En réalité, c'est sûr que si l'électron circulait dans un fil électrique, par exemple, ou dans un appareil, il y aurait une résistance électrique. Donc, il y aurait probablement une perte de chaleur. Un peu comme si on pousse un chariot sur le sol, il va y avoir du frottement, il va y avoir un petit peu de chaleur qui va être produit. Donc, c'est le même principe ici. Lorsqu'un électron circule dans un appareil ou dans un fil, il va y avoir une perte d'énergie. Mais supposons ici pour l'instant qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Donc, l'électron est accéléré comme ça. Donc, delta égale 0. On a deux formes d'énergie. On a de l'énergie cinétique, delta K, ou une variation d'énergie cinétique, et aussi une variation d'énergie potentielle. On pourrait écrire énergie potentielle électrique, puisque c'est le cas. Donc, la somme des deux variations va donner 0. Donc ici, on pourrait continuer ici et écrire delta K, on va avoir K final moins K initial. Même chose pour l'énergie, mais en fait, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser la variation d'énergie et on va remplacer delta U par Q delta V. Oui, vous vous rappelez tout à l'heure, c'est comme ça qu'on a défini le delta V. On a dit c'est delta U sur Q. Donc le potentiel ou la différence de potentiel, c'est la différence d'énergie électrique
sur la charge. Alors on peut remplacer delta U par Q fois delta V égale 0. Ensuite, si on continue ici, KI, on va mettre 0 puisqu'on disait qu'il partait du repos. Donc on va avoir pour KF, l'énergie cinétique finale, Q delta V s'en va de l'autre côté, ça va devenir moins Q delta V. Et si on met des chiffres là-dedans, on va avoir pour la charge, comme si un électron, moins 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Et delta V, c'est 1 volt. Vous voyez, on part du moins vers le plus. Donc, c'est plus 1 volt qu'on a dans ce cas-là. Donc, moins, ça va faire plus. Et donc, on va avoir 1,6 fois 10 à la moins 19 joules. Ça sera donc l'énergie cinétique finale de notre électron. On peut dire que l'énergie potentielle électrique s'est convertie en énergie cinétique dans ce cas-là, exactement comme si on prenait une balle qu'on mettait à une certaine hauteur, qu'on laisse tomber. La balle va être accélérée, va arriver avec une énergie cinétique au sol. J'en profite ici pour définir peut-être une nouvelle unité d'énergie, parce qu'on va la réutiliser à plusieurs reprises, puis c'est une unité qu'on utilise souvent en physique, c'est l'électron-volt. Alors l'électron-volt, ça s'écrit comme ça, petit e, grand V. Un électron-volt, c'est justement l'énergie potentielle électrique qu'un électron a dans une différence de potentiel de 1 volt. C'est exactement le problème qu'on vient de faire, en fait. Et vous voyez qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la charge fois 1 volt. Ça a donné 1,6 fois 10 à la moins 19 joules. Donc, c'est ça, un électron-volt. On va dire qu'un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 joules. Donc, même si on a le mot volt dedans, c'est quand même un électron-volt, alors c'est vraiment une unité d'énergie. Et pourquoi on définit ou pourquoi on utilise cette unité-là d'énergie? Simplement parce que c'est pratique dans beaucoup d'occasions, entre autres les niveaux d'énergie atomique. Ce sont des électrons qui sont dans les niveaux d'énergie atomique. Alors la charge, c'est la charge de l'électron. Et quand on calcule les niveaux d'énergie atomique, ça donne toujours des niveaux qui sont l'ordre de grandeur, c'est toujours dans les 10 exposants moins 19 joules. Donc, c'est pratique d'utiliser ça. Ça nous évite d'avoir des 10 exposants 19, moins 19 pardon, tout le temps.